Zaporijjia, une ville sur le point d'être encerclée. Le front peut-il s'effondrer en quelques semaines, ou bien assistons-nous à un tournant irréversible dans la guerre? En seulement 7 jours, les forces russes ont pris Gouliaïpol, une forteresse réputée imprenable après plus de 4 ans de résistance. Cette chute fulgurante a ouvert un vaste espace opérationnel. Désormais, plus aucune véritable ligne de défense ukrainienne ne protège les abords directs de Zaporijjia. La géographie du terrain aggrave encore la menace. À l'heure actuelle, la logistique de la ville repose sur seulement 2 ponts enjambant le Dnipro. Si l'un ou l'autre est détruit, l'approvisionnement et la retraite deviendront impossibles, enfermant des milliers de soldats et de civils dans un piège mortel. Mais le danger ne s'arrête pas là. 2 armées russes, celles du Dnipro et de l'Est, coordonnent désormais une manœuvre d'encerclement à grande échelle, contournant les points d'appui restants et refermant progressivement l'étau autour de Zaporijjia. Si la ville tombe, c'est toute la défense ukrainienne du sud qui pourrait s'effondrer, ouvrant la route à une avancée russe majeure vers le cœur du pays et bouleversant l'équilibre géopolitique régional. Face à cette situation critique, il est essentiel de comprendre comment on en est arrivé là. Pour mieux saisir les enjeux, revenons ensemble sur la chronologie et la géographie de cette offensive éclair. Pour comprendre pourquoi la chute de Gouliaïpol a tout changé, analysons étape par étape les mouvements militaires et les faiblesses du dispositif ukrainien sur ce front. Pourquoi la chute de Gouliaïpol a-t-elle tout changé? Ce n'est pas seulement la perte d'une ville, c'est un basculement stratégique qui rebat toutes les cartes au sud de l'Ukraine. En quelques jours à peine, les forces russes ont connu des succès fulgurants à Primorskoye, Stepnogorsk, puis ont emporté Gouliaïpol. Or, cette ville tenait depuis plus de 4 années, servant de verrou central entre l'est et l'ouest de la ligne de front. Sa chute a ouvert un véritable corridor pour les unités russes qui peuvent désormais manœuvrer beaucoup plus librement vers Zaporijjia. Là où la défense ukrainienne semblait auparavant solide, une faiblesse structurelle est apparue. Il n'existe pas de ligne défensive continue et bien organisée entre Gouliaïpol, Orikhiv et Zaporijjia. Le terrain complique encore plus la tâche. Les steppes du sud, vastes et plates, sont presque dépourvues d'obstacles naturels. Cela rend impossible l'installation rapide de nouvelles fortifications ou le ralentissement de l'avancée ennemie. Sur le plan logistique, la situation de l'Ukraine est alarmante. Les bombardements russes ont détruit des ponts clés, paralysé des ports, et la coupure de l'oblast d'Odessa fragilise encore plus l'accès à la mer Noire. Les routes de ravitaillement sont sous pression constante, rendant chaque acheminement de munitions ou de renforts plus risqué et plus lent. Si la percée russe se confirme, l'enjeu est immense. Un effondrement de la défense dans ce secteur conduirait à la perte d'une grande partie du sud ukrainien. Cela signifierait non seulement la perte d'accès direct à la mer, mais compromettrait aussi la capacité d'exportation du pays et son autonomie stratégique, avec des répercussions profondes sur la stabilité régionale. Voyons maintenant comment cette avancée s'est matérialisée sur le terrain et quelles tactiques ont permis une telle percée. Nous allons plonger dans le déroulement précis de cette opération, comment les Russes ont exploité l'ouverture et comment les unités ukrainiennes ont tenté de réagir face à l'encerclement. Qu'est-ce qui explique cette avance fulgurante des Russes et pourquoi l'encerclement des forces ukrainiennes à Zaporijjia pourrait tourner au cauchemar? Après la prise complète de Stepnogorsk, les forces russes ont méthodiquement nettoyé la ville puis étendu leur contrôle jusque dans les abords immédiats de Zaporijjia. Les drones FPV, véritables armes du XXIe siècle, frappent désormais au cœur même des lignes de défense ukrainiennes, n'épargnant aucun mouvement. Côté ukrainien, la situation devient critique. Les unités encerclées tentent désespérément d'être ravitaillées par drones, mais presque toutes les missions échouent. Les opérateurs russes brouillent, interceptent ou détruisent les drones de livraison bien avant qu'ils n'atteignent les poches assiégées. Résultat, les combattants manquent d'eau, de vivres et surtout de munitions. L'asphyxie logistique s'installe en quelques jours. L'armée russe verrouille les axes principaux et s'empare systématiquement des infrastructures hautes, comme les immeubles élevés qui offrent des points d'observation incontournables. Autre enjeu crucial, le contrôle du gisement de manganèse, la plus grande réserve de ce minerai stratégique en Europe, qui bascule désormais sous domination russe. Cela prive l'Ukraine d'une ressource vitale pour son industrie et offre à Moscou un atout économique majeur. La désorganisation côté ukrainien s'aggrave. Le manque d'informations fiables, les coupures de communication et l'incapacité à secourir les groupes coupés du reste du front alimentent la démoralisation. Sur le terrain, les signes de panique et de flou tactique se multiplient. Tout cela s'inscrit dans la fameuse tactique des pinces.
deux forces russes convergent depuis le sud et l'est, refermant progressivement le piège sur Zaporijjia. Cette stratégie, soutenue par la vitesse d'exécution et la supériorité technologique, assèche peu à peu toute possibilité de repli ou de ravitaillement pour les défenseurs ukrainiens. Si ce blocus se resserre, la résistance ukrainienne risque la rupture totale. Isolement, perte de morale et abandon de positions stratégiques pourraient en s'enchaîner. Mais le plus inquiétant, c'est que le temps semble jouer contre Kiev, chaque heure renforçant la position russe et accélérant l'étouffement du front ukrainien. Alors, que pourraient en faire les Ukrainiens pour inverser la tendance, ou du moins ralentir cette progression? Voyons maintenant quelles options s'offrent à eux dans cet environnement devenu hostile. Que signifie la chute possible de Zaporijjia pour l'Ukraine? Et pour l'histoire, parlons d'abord d'une réalité géographique implacable. La ville se trouve à près de 85% sur la rive gauche du Dniepr. Son sort dépend littéralement de deux ponts, dernier lien fragile vers le reste de la zone sous contrôle ukrainien. Si ces deux ponts venaient à être détruits, ce serait l'isolement total. Aucun moyen de faire passer des renforts, d'évacuer des blessés, même de ravitailler en munitions ou en nourriture. La ville deviendrait une enclave assiégée, vulnérable à chaque attaque et à chaque bombardement ciblé. Sur le plan psychologique, l'effet serait dévastateur. Pour les civils, entendre les explosions sans possibilité de fuir, c'est ressentir un sentiment d'impuissance absolue. Pour les soldats, défendre une position encerclée, coupée de toute logistique, sous le feu constant, ronge le moral et fracturerait la cohésion des unités. Ce contexte nourrit une autre offensive, celle du narratif russe. En évoquant le retour du nom Alexandrovsk, les autorités cherchent à transformer une victoire militaire potentielle en victoire symbolique, reprendre possession d'un héritage historique et culturel, effaçant la mémoire ukrainienne au profit d'une lecture impériale du passé. Militairement, la situation devient périlleuse pour la défense ukrainienne. Une fois la logistique rompue, les forces risquent d'être éclatées en petits groupes, piégées dans différents secteurs de la ville, incapables de se soutenir. Chaque bastion isolé serait plus aisément neutralisé, rendant toute contre-offensive pratiquement illusoire. En somme, toute la crédibilité de la défense ukrainienne et le moral des forces sont suspendus à ces ponts et à la capacité de garder les lignes d'approvisionnement ouvertes. La perte de Zaporijjia serait non seulement un revers stratégique, mais aussi un coup dur, presque irréversible, pour la confiance dans la résistance. Mais la situation est-elle complètement figée? Existe-t-il encore des leviers pour inverser la tendance et éviter ce scénario catastrophe? Apprenons des erreurs et des réalités du terrain, la suite nous éclaire sur les pistes de riposte et les enseignements majeurs de ce moment critique. Quelles erreurs ne plus jamais commettre dans une guerre moderne? La bataille pour Zaporijjia révèle sans filtre les pièges à éviter et les clés pour survivre à un affrontement du XXIe siècle. Première leçon, la géographie peut condamner ou sauver. Si l'on n'anticipe pas la coupure des axes logistiques, même la position la plus héroïque devient un piège mortel. Zaporijjia, exposée sur la rive gauche du Dniepr, dépend entièrement de quelques ponts. Leur destruction isole la ville, la condamnant à un siège sans issue. Deuxième constat frappant, les défenses isolées, coupées de leur arrière et sans liaison entre elles, ne forment que des poches condamnées à l'asphyxie. L'histoire militaire regorge d'exemples où la bravoure n'a pas suffi face à l'encerclement et au manque de ravitaillement. À Gouliaïpol, la chute a été aussi rapide que brutale, démontrant l'inefficacité d'une défense statique contre une offensive mobile et bien coordonnée. Troisième leçon, la tentative de construire une ligne Maginot-ukrainienne montre ses limites. Sans un temps considérable, des moyens massifs et une logistique fluide, aucune ligne fortifiée ne résiste à une manœuvre de contournement, surtout à l'ère des frappes de précision et de la guerre éclair. Vouloir tenir une position coûte que coûte, sans profondeur ni mobilité, revient à sacrifier des hommes pour quelques kilomètres carrés. Quatrième point crucial, le rôle désormais décisif des drones, du renseignement et de la rapidité de mouvement. Les drones scrutent chaque repli, chaque convoi, chaque tentative de ravitaillement. L'ennemi qui maîtrise le ciel, même à basse altitude, impose sa volonté et dicte le tempo du combat. L'armée qui sait bouger vite, se disperser et se regrouper, frappe avant que l'autre n'ait le temps de réagir. Enfin, il ne faut pas sous-estimer l'influence du récit historique et symbolique dans la guerre totale. Le retour annoncé à Alexandrovsk n'est pas seulement un objectif militaire, mais un acte de réappropriation identitaire, qui cherche à marquer les esprits et à miner le moral adverse. La guerre psychologique façonne le terrain avant même les premiers tirs. Ne pas intégrer ces leçons, c'est risquer de répéter les erreurs du passé.
au prix de milliers de vies et de la perte de territoires clés. La bataille pour Zaporijjia est une leçon grandeur nature, cruelle mais indispensable, sur les réalités de la guerre moderne. Mais que peut encore espérer la défense ukrainienne face à une telle combinaison de pression militaire et psychologique? Regardons ensemble les scénarios qui restent possibles pour Zaporijjia. Zaporijjia résistera-t-elle ou entrera-t-elle dans l'histoire comme la plus grande leçon de cette guerre? La bataille qui se joue ici dépasse largement la simple avancée de quelques kilomètres ou la prise de position. Elle cristallise les enjeux fondamentaux de la guerre moderne: rapidité des offensives, maîtrise logistique et capacité à remodeler les récits identitaires. Chaque jour passé, chaque mètre gagné ou perdu autour de Zaporijjia est en réalité un test grandeur nature de la supériorité stratégique d'un camp sur l'autre. Ignorer ce qui se trame, c'est se condamner à subir la désinformation lors des prochaines crises. Si l'on se contente de la surface, du récit héroïque ou des cartes de progression, on rate la véritable dynamique. La guerre n'est plus une question de bravoure individuelle, mais de logistique, d'encerclement, de psychologie collective et de lecture du territoire. Zaporijjia n'est pas qu'un nom sur une carte. Sa prise ou sa résistance témoignera, au-delà de toute propagande, de la capacité d'un camp à anticiper, à s'adapter et à apprendre. L'histoire retiendra moins les discours officiels que les faits. La vulnérabilité de la logistique ukrainienne, la vitesse russe et la façon dont chacun instrumentalise l'héritage de Alexandrovsk. Ce qui est en jeu n'est donc pas seulement l'avenir d'une ville, mais la compréhension même des guerres du XXIe siècle. Ceux qui refusent d'y voir clair seront les victimes désignées des conflits à venir, ballottées entre récits partisans et réalités niées. À l'heure où la poussière de la steppe recouvre les routes de Zaporijjia, c'est à chacun de décider s'il veut rester spectateur ou acteur lucide de l'histoire en marche.